Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout autre édito R7. Quelqu'un parmi vous peut-il nous dire dans quel type d'état d'exception se trouve actuellement le Congo-Brazzaville? La seule chose que je sais, c'est que le Congo est dans une situation qui viole toutes les lois et règlements du pays. Et cela ressemble beaucoup plus à un coup d'État anticonstitutionnel, soigneusement organisé et planifié par le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Je m'explique. Malgré la terreur, la violence, la mort gratuite infligée aux jeunes présumés délinquants sans procès, Denis Sassou Nguesso semble plutôt s'en réjouir alors qu'il devrait s'en inquiéter au premier chef. D'ailleurs, il est en campagne électorale pour la présidentielle de mars 2026 avec les ressources financières de l'État, en violation manifeste et délibérée de la Constitution congolaise. On peut dès lors parler d'une fraude électorale en cours, mais parce que Denis Sassou Nguesso sait pertinemment qu'il ne peut jamais, je dis bien jamais, gagner une élection démocratique et transparente, même face à un fou. Rappelez-vous de la campagne référendaire d'octobre 2015 où il avait instauré le même climat de terreur et d'intimidation, déployant sa milice à travers le pays sans consulter au préalable le Parlement ni déclarer l'état de siège ou d'urgence comme l'exige l'article 157 de la Constitution congolaise. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets qui étaient en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là revenaient en question. Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, tout et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi. Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là, pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. On ne cherche que la justice et la réparation. Des Congolais sont morts, des Congolais ont été blessés, des Congolais ont été emprisonnés, ont perdu des biens de valeur. Et il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. En 2018, l'État congolais s'était engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse qui reste à ce jour non tenue. Contacté par nos soins, le ministère de la Communication a déclaré ne pas se souvenir d'un tel engagement pris par les autorités. C'était pareil pour l'élection présidentielle anticipée de mars 2016 où l'armée avait occupé presque toutes les grandes villes du pays sans l'approbation du Parlement. Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord,
le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. Nous nous sommes levés à 2 heures du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Doué ainsi que dans les quartiers. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. À l'aube ce lundi et durant plusieurs heures, des combats ont opposé des assaillants non identifiés aux forces de l'ordre congolaises dans les quartiers de Bakongo, Mayanga et Makelekele, acquis à l'opposition. Selon nos observateurs présents sur place, la mairie de Makelekele a été incendiée, mais aussi son commissariat, tout comme celui de Sangolo, un quartier voisin. Depuis, le calme est revenu. Des centaines de militaires et de policiers ont été envoyés en patrouille. L'armée, c'est lui, le Parlement, c'est lui. En gros, la loi, c'est lui. Comme disait Louis XIV, roi de France, vous vous souvenez, le 13 avril 1655, devant le Parlement français, l'État, c'est lui. Denis Sassou Nguesso a fait exactement la même chose le 24 septembre 2025, sans le déclarer explicitement, mais dans les faits, la réalité est indiscutable. Le Congo-Brazzaville a fait un bond en arrière et désormais, l'État congolais, c'est Sassou Nguesso. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Après avoir ruiné économiquement et financièrement le Congo, n'ayant plus rien à proposer aux Congolais, même ses mensonges ne passent plus, il a donc choisi de rétablir un climat de terreur et de violence par le biais d'une opération sous fausse bannière sans aucune base légale. Un coup d'État anticonstitutionnel, dirait-on, qui se déroule sous le silence complice de l'armée congolaise, du Parlement et de la justice congolaise. Toutes ces institutions sont désormais inactives. Denis Sassou Nguesso a mis en place, vous l'avez probablement constaté, sa propre milice dirigée par son homme de main, le général Serge Oboa, surnommé le boucher de Brazzaville. Comme vous le savez, les juristes aiment à poser la question de savoir à qui profite le crime. C'est ainsi que je repose la question centrale de cet édito. Dans quel type d'état d'exception se trouve actuellement le Congo-Brazzaville et à qui profite-t-il? Une question que tous les Congolais devraient se poser et y réfléchir. Ce n'est ni un état de siège, ni un état d'urgence, car ces derniers sont réglementés par la loi, notamment par la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, notamment à son article 157 qui stipule, je vais le rappeler pour nos téléspectateurs, l'état d'urgence comme l'état de siège est décrété par le président de la République en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit. L'état d'urgence comme l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie de la République pour une durée qui ne peut excéder 20 jours. Bon, après, ils ont révisé ce délai à 90 jours. Dans les deux cas, le président de la République informe la nation par un message. Ce que Denis Sassou Nguesso n'a pas fait officiellement en dehors de revendiquer ses crimes contre l'humanité alors qu'il répondait à la question d'un journaliste visiblement préparé pour la circonstance. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Et même si on invoquait l'état d'exception, vous le savez aussi que l'état d'exception obéit à la loi. Il est encadré par la Constitution. Un état d'exception, pour rappel, désigne une situation de crise. Ça peut être une guerre,
une épidémie, une catastrophe naturelle, etc., où un gouvernement a la possibilité de suspendre temporairement les règles habituelles du droit commun afin de prendre des mesures extraordinaires pour faire face à des troubles graves. Je dis bien à des troubles graves. Il permet de mettre de côté certains droits fondamentaux, mais les droits indélogeables ne peuvent jamais, je dis bien, jamais être suspendus. Des mesures telles que la suspension de la séparation des pouvoirs. Au Congo, à l'heure où nous sommes en train de réaliser cet édito, le pouvoir parlementaire, l'exécutif et le pouvoir judiciaire sont malheureusement impuissants et presque inexistants face à la terreur que vient de déclencher Denis Sassou Nguesso et sa milice DGSP. Les autres droits indélogeables, ça aussi vous le savez, sont ceux qui ne peuvent être limités ou suspendus en aucune circonstance. Rien, mais alors rien ne peut justifier leur suspension, même en cas d'état d'urgence ou de conflit. Ils forment le noyau dur des droits de l'homme et ne peuvent jamais, je répète, jamais être violés par des lois ou des décisions étatiques. Ces droits sont également inaliénables, ce qui signifie qu'un individu ne peut pas non plus y renoncer, même de manière volontaire. Parmi ces droits, vous le savez aussi, il y a l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage ou du travail forcé, ainsi que le droit à la vie, chers messieurs. Oui, le droit à la vie est inaliénable. Comment allons-nous vous le dire? Le droit à la vie est inaliénable. Or, que voit-on au Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso depuis le 20 septembre dernier? Des exécutions sommaires, massives, systématique et extrajudiciaire, donc son procès. Des jeunes sont abattus à bout portant comme des petits lapins, devant parents et enfants en public, sans procès, sous prétexte d'une opération de lutte contre le banditisme. Et maintenant, ils commencent à se justifier pour dire que les jeunes qui sont abattus parce qu'ils opposeraient une résistance. C'est faux, c'est du mensonge. Pur et simple. Voici une vidéo qui vous confond. Un mineur, main ligotée dans le dos, abattu à bout portant 4 balles. Sur un mineur. 4 balles sur un mineur, à bout portant. Jésus. Oh Jésus, eh 9 mois maman, c'est robot. Maman, oh Jésus, hey. Voilà un État que le tyran Denis Sassou Nguesso a instauré, un État qui tue des êtres humains sans procès, suivi de la destruction des maisons d'habitation, des familles, des églises, des motos, un pays où plus de 70% de la population vit dans une misère absolue, où le chômage des jeunes est endémique et où l'administration est corrompue jusqu'à la moelle. Peut-on vraiment se sentir en sécurité dans un tel pays où l'arbitraire est désormais la norme? Pourtant, le 31 décembre 2017, le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, admettait que l'arbitraire ne pouvait en aucun cas prévaloir sur le droit, un principe qui découle de la sanction, réprimer, éduquer, redresser sur l'autel, disait-il, de la législation et de la réglementation en vigueur. Je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Sanctionner restera la pierre angulaire de la gouvernance
sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Voilà. Mais que s'est-il donc passé dans la tête du tyran de Brazzaville pour qu'il change de discours et ordonne une opération mortelle basée sur l'arbitraire? La sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne. Alors que dans le même temps, des centres de rééducation sont en construction au Congo-Brazzaville. Je pense à ce centre d'Aubéville. À près de 10 km de Madingo Centre se trouve le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Doté d'une capacité d'accueil estimée à 400 jeunes, ce centre qui est né de la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'apprête à recevoir la première cohorte des jeunes en conflit avec la loi, couramment appelée bébés noirs. Je ne vois qu'une seule explication dans le revirement de Denis Sassou Nguesso. Le criminel revient sur la scène du crime. Denis Sassou Nguesso, vous le savez, je ne vous apprends rien, est un criminel multirécidiviste qui ment, qui tue et qui viole la loi constamment. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses parrains de la mafia. Jean-François Pape, dernière question de Jean Roland, qui vous parle du livre de Versave, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait qui s'appelait Noir Silence. Il avait aussi écrit La France-Afrique. Et il vous dit, dans ces livres-là, Versave vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Et est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer en étant consultant international avec un tropisme fort pour ces pays-là? Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Malheureusement, il a été réélu le 12 juillet dernier par 15% des électeurs. Je préférerais que ce soit des gens de meilleure qualité qui prennent la tête à Brazzaville. La force de Denis Sassou Nguesso, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est le crime. Sa faiblesse, c'est la loi. Je vous invite à revisiter son parcours politique. Il a été reconnu responsable de plus de 3000 assassinats politiques par la Conférence nationale souveraine de 1991. Sassou Nguesso a récidivé en juin 1997 par un coup d'État militaire très sanglant qui avait fait plus de 400 000 morts congolais selon un expert français du renseignement, Éric Denessé. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Par ce coup d'État militaire de juin 1997, Denis Sassou Nguesso avait violé de manière délibérée la Constitution du 15 mars 1992, la seule Constitution votée de manière libre et démocratique par les Congolais, promulguée en octobre 1992, qui dispose dans son préambule, dernier alinéa, je cite, « Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile, à défaut d'autre recours, à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel. » En ce temps-là, le régime constitutionnel, c'était le régime de Pascal Lissouba. De prendre le pouvoir par un coup d'État ou de l'exercer de manière tyrannique. Malheureusement, c'est ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire. Il exerce un pouvoir tyrannique. Depuis son retour au pouvoir par coup d'État militaire, il s'y maintient par coup d'État permanent. Et là, il est en train de préparer un nouveau passage en force. Je vous rappelais en amont que Denis Sassou Nguesso est un criminel multirécidiviste. Après, vous direz que j'exagère. Non, les preuves existent. Il est revenu au pouvoir par coup d'État militaire aidé par une puissance étrangère connue de tout le monde. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Pour gagner cette guerre sans merci,
Denis Sassou Nguesso va s'appuyer sur un allié de poids, l'Angola du président Dos Santos, qui, ça tombe bien, est devenu une pièce maîtresse dans le jeu de Elf autour du golfe de Guinée. C'est aussi un acte de haute trahison, violent ainsi la constitution congolaise de 1992. Il ne s'est pas arrêté là. Après son coup d'État militaire pourtant réussi, il va ordonner une expédition militaire punitive dans le département du Poul. Comment expliquer cela? Quelqu'un qui viole la Constitution, qui fait un coup d'État militaire, pourtant réussi. Dans le même temps, il ordonne une expédition militaire punitive dans le département du Poul. Un génocide où des centaines de villages ont été rasés, plusieurs dizaines de milliers de morts, des femmes violées, des enfants condamnés à la malnutrition. Il existe aujourd'hui des charniers dans le Poul. Je dis bien des charniers, il y en a beaucoup. Des crimes contre l'humanité qui ne s'est pas empêché de revendiquer le 24 septembre dernier. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le Poul. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le Poul avec succès. Vous l'avez probablement compris que cette opération vise principalement l'instauration d'un climat de terreur et de peur à quelques mois de la prochaine élection présidentielle afin de réaliser son braquage électoral en mars 2026. Où est finalement passée l'armée républicaine du Congo? Où est passé le Parlement? Où est passée la justice congolaise? Face à la démission de toutes ces institutions de façade, le peuple devrait prendre ses responsabilités. C'est le principe de l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un droit fondamental reconnu par les Nations Unies qui s'applique aux peuples soumis à une domination étrangère ou à une occupation. Oui, c'est le moins que l'on peut dire. Le Congo-Brazzaville est sous l'occupation d'une puissance étrangère avec la complicité d'un régime criminel de prédation, un régime colonialiste imposé par la France-Afrique depuis 1997, incarné par Denis Sassou Nguesso. Et même si les Congolais étaient face à un gouvernement normal, lorsque ce dernier viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque partie du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, nous rappelle l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. La trahison est évidente. Toutes les institutions de la République du Congo se sont inclinées devant une seule personne qui est désormais devenue la loi au Congo. C'est Serge
Oboa. Un climat de terreur et de violence inouïe et sciemment entretenu par Denis Sassou Nguesso qui peut désormais vous envoyer sa milice DGSP chez vous, vous arracher la vie de vos parents et enfants sous prétexte que vous serez devenu Koulouna, un terme dont personne d'autre ne connaît le statut juridique si ce n'est Sassou Nguesso lui-même et le général Serge Oboa. C'est l'arbitraire absolu. Désormais, les miliciens de la DGSP peuvent vous arracher la vie sans procès. Et dans ce contexte, personne, mais alors, personne n'est à l'abri de cette barbarie. Denis Sassou Nguesso, je vous l'ai dit en amont, est un multirécidiviste. Vient de poser une fois de plus un acte de haute trahison violant le serment qu'il avait prêté conformément à l'article 77 de la Constitution congolaise devant la nation et devant le peuple congolais de respecter et de faire respecter la Constitution. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Qui dit République dit aussi le respect strict des lois. La Constitution congolaise stipule en son article 8 que la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a le devoir de la respecter et de la protéger. Je répète, l'État a le devoir de la respecter et de la protéger. La peine de mort est abolie. La peine de mort est abolie. Et l'article 9 qui ajoute la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent. Je répète, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ou prouvée à l'issue d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Je répète, pour une bonne compréhension, la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée ou établie à l'issue d'un procès juste et équitable garantissant, bien entendu, les droits de la défense. Chers messieurs, je conclus en rappelant l'article 14 de la même Constitution qui dispose que tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui commettrait des actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, que ce soit de sa propre initiative ou sur instruction, sera puni conformément à la loi. C'était juste un rappel pour que vous ne disiez pas un jour que vous n'étiez pas prévenu. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cet édito pour informer les Congolais. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit à très bientôt. Merci.